JM ici, Avakwana pour Women in Web 3. Women in Web 3 est une association dont l'objectif est de connecter, d'éduquer et d'empower les femmes dans l'écosystème Web 3. Aujourd'hui, je reçois Carolina Gorna. Rebonjour Carolina. Bonjour Ava. Carolina, donc vous êtes experte en cybersécurité et en blockchain. J'aimerais bien que vous vous présentiez en quelques mots. Oui, absolument. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Carolina Gorna. Je suis ingénieure en cybersécurité et en blockchain chez KPMG et je suis également l'ancienne présidente de Cryptosphère, qui est la première association étudiante de France spécialisée dans la blockchain et les nouvelles technologies. Vous avez publié récemment un rapport avec KPMG sur la question de la cybersécurité. Vous avez été reçu d'ailleurs à BFM c'était un très bon passage. J'ai passé un très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais qu'on commence en parlant de cybersécurité et des véritables différences entre le Web 2 et le Web 3. Est-ce que tu considères qu'il y a des différences substantielles entre la cybersécurité dans le Web 2 et dans le Web 3, ou est-ce qu'en réalité on travaille un petit peu sur les mêmes procédés ? Oui, c'est une très bonne question. Alors tout d'abord, juste la cybersécurité, oui. Pour tous ceux qui nous écoutent. On l'a défini comme la capacité de protéger des systèmes d'information d'attaques numériques, en gros. Et effectivement, aujourd'hui, on parle un peu de cybersécurité traditionnelle qui est liée au Web 2 et on assiste à une véritable révolution avec le Web 3. En fait, on passe d'un Internet de l'information vers un Internet de la valeur. Et en fait, ça implique beaucoup de changements en termes sécuritaires, puisqu'on n'est plus sur régler des problèmes sur des attaques ponctuelles ou sur des petites surfaces d'attaque, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus global qui en fait est lié au cycle de vie et à la durée d'existence en fait des objets numériques. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus long dans le temps et lié en fait aussi à l'existence des objets numériques qui aujourd'hui peuvent avoir de la valeur grâce à la blockchain. Donc c'est cette première chose qui est très importante à comprendre. Également, ce que vous pouvez voir même au quotidien lorsque vous utilisez des applications Web3, c'est qu'on ne vous demande plus un identifiant ou un mot de passe, mais tout simplement, vous utilisez maintenant un wallet et puis une clé privée et une clé publique. Donc c'est vrai que ces gestions-là sont un peu différentes. Elles vous permettent peut-être aussi d'être pseudonyme. Alors on ne parle pas trop d'anonymat parce que voilà, effectivement, il est toujours un petit peu possible de vous retrouver si on cherche bien ou de faire des liens en tout cas. Donc c'est certaines blockchains vous permettent d'être pseudonyme. Maintenant, ce qui est important dans ta question, c'était effectivement quelle est la différence et peut-être est-ce que c'est plus sécurisé ? Il y a un véritable enjeu autour de ce qu'on appelle la linkability, donc c'est la possibilité de faire le lien entre différentes identités. Aujourd'hui, dans le Web 2, il est possible de vous connecter sur un site internet avec par exemple votre compte Facebook ou votre compte Google, vous connectez avec Facebook et vous êtes dessus. Et en fait, c'est le fait que vous liez toutes vos identités numériques qui fait que les grosses entreprises, les GAFAM, ont accès à votre profil numérique et ont toutes ces informations sur vous. Du coup, là, ce que nous, on voit dans le Web3, c'est justement, comme on est plus... on a notre adresse, on a notre wallet et on ne fait pas le lien normalement avec son adresse mail ou ce genre d'informations personnelles. On a un petit peu plus de vie privée. Alors, bien sûr, je mets les guillemets, et puis pour tous ceux qui ont des comptes sur des exchanges, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des procédures KYC. Ouais. Et donc sur Binance notamment. Et donc ça, c'est des nouvelles questions de sécurité qui se posent par rapport à est-ce que c'est beaucoup plus sécurisé ou non. D'accord. Et alors, ce qui est assez intéressant sur la question justement de la vie privée, des mots de passe, etc., c'est que certaines personnes appellent de leur vœu la possibilité d'utiliser la blockchain et les clés privées comme un nouveau moyen d'identification. Les mots de passe, c'est un vrai problème. Il y a une étude qui prouve que 81% des hacks sur de la data en entreprise ont été réalisés à cause de mots de passe compromis. Et aujourd'hui, il y a une possibilité éventuelle d'utiliser la clé privée pour s'identifier. Pourtant, ça pose une autre question cybersécuritaire d'utiliser la blockchain dans ce contexte. C'est la question de l'hyperdépendance à la clé privée. Vous êtes experte en cybersécurité, comment est-ce qu'on conseille ou comment est-ce qu'on accompagne une entreprise ou un particulier qui veut se servir de sa clé privée de manière assez régulière, mais qui, pour autant, veut conserver cette clé privée en lieu sûr ? Comment est-ce qu'on assure la cybersécurité d'une clé privée ?
Alors effectivement, aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de clients chez KPMG qui ont le choix, tout comme les personnes privées également, de stocker, on va dire, leurs clés privées, soit dans un hot wallet, soit dans un cold wallet. Les hot wallets, ça va être tous les portefeuilles qui sont en ligne, que vous pouvez connaître, tels que MetaMask, plein d'autres, sur lesquels du coup vous avez votre clé privée qui est du coup en ligne, entre guillemets. Et vous pouvez également la stocker sur des objets hardware, donc physiques, et qui sont du coup connus pour être plus sécurisés. Donc il y a Ledger notamment qui propose des solutions de stockage. Et donc ces deux possibilités aujourd'hui qui existent, qui sont majoritaires sur le marché, qui sont utilisées par la majorité des personnes. Maintenant, en termes de sécurité, ce qui est important, c'est justement de bien gérer ces clés. Et c'est pas forcément le fait d'utiliser un portefeuille numérique avec une clé privée, clé publique qui va nous assurer une plus grande sécurité, puisque on pense, nous, que les utilisateurs en réalité sont un petit peu fainéants. Ils ont un petit peu pas forcément envie d'apprendre tous leurs mots de passe ou tous leurs leurs clés privées, clés publiques. Donc il y aura forcément un phénomène un peu similaire que ce qu'on voit aujourd'hui avec les mots de passe, c'est que soit on va réutiliser les mêmes mots de passe, soit on va réutiliser, soit on va les enregistrer par défaut. Et en fait, ce qu'on peut penser qui assure de la sécurité, en réalité, dans la pratique, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir faire cet effort d'utiliser, on va dire, ce système cryptographique spécial et qui vont faire appel à des tiers, en fait. Et c'est normal, puisque ça va contribuer à une adoption de masse, puisque n'importe qui ne peut pas vraiment être responsable de ces cryptos, et c'est pas d'ailleurs souhaitable, puisque aujourd'hui beaucoup de gens souhaitent avoir un tiers de confiance. Et donc il y aura, je pense, effectivement quand même une adaptation du marché aux besoins des clients qui souhaiteront également avoir une facilité d'utilisation. Et donc est-ce que ce sera effectivement aligné avec la sécurisation des cryptos? À voir. C'est vrai que il y a de véritables problèmes cybersécurité. Il y a aussi autre chose, ou en tout cas plus généralement, on entend, moi j'ai lu beaucoup d'articles dessus qui expliquaient que certaines personnes, quand ils ont vu vraiment l'émergence, le boom de la blockchain à partir de 2017, expliquaient qu'ils attendaient la blockchain pour justement améliorer les infrastructures qui sont peu cybersécurisées ou assez mal. Effectivement, la blockchain, c'est quand même une technologie assez sûre. Est-ce que tu considères que utiliser la blockchain en termes cybersécuritaires, pour, par exemple, protéger des documents, est-ce que tu considères que ce serait utiliser la blockchain à tout va et que finalement, ce serait complètement superflu et que ça générerait plein d'autres problèmes comme les problèmes d'adaptabilité? Ou est-ce qu'il y aurait un véritable intérêt cybersécuritaire, toi qui as travaillé entre les deux domaines? C'est une grande question que tu poses et très intéressante. Déjà, il faut vraiment faire la part des choses, et une fausse idée qui revient souvent, c'est que comme on dit que la blockchain est sécurisée, alors toutes les transactions sont sécurisées. Mais en fait, c'est faux. C'est quelque chose vraiment qui dépend déjà des implémentations des blockchains, de leurs caractéristiques en termes d'infrastructure réseau, mais également des possibilités qu'on peut faire, si elles sont programmables ou non. Donc déjà, il y a tout un travail à faire sur ça. Non, c'est pas parce que vous utilisez une blockchain que tout va être sécurisé. Merci. Première chose, très important. Ensuite, par rapport à l'utilisation par les entreprises. Déjà, pour aussi être très clair, nous chez KPMG, on pense plutôt que qu'il faut regarder du côté des blockchains publiques, parce qu'aujourd'hui, on parle également de blockchain privée depuis 2016-2017, mais on a vu que en fait, c'est des solutions qui déjà ne répondent pas forcément aux valeurs de la blockchain, qui est la décentralisation, qui sont, on va dire, beaucoup plus dans l'open source, et puis cette idée de communauté. Donc, nous, déjà, on concentre un peu notre attention plus sur les blockchains publiques qui répondent à ces caractéristiques-là. Donc, pour une entreprise, effectivement, on ne sera pas forcément amené à conseiller d'une blockchain privée, puisqu'il y a très peu de différence finalement entre un réseau intranet sécurisé et ce qui est appelé aujourd'hui blockchain privée. Donc, déjà, sur ce point-là aussi, il faut faire le tri. Et donc, on en arrive du coup à ces blockchains publiques aujourd'hui qui existent, qui sont développées par pas mal de fondations, d'organisations.
et comment est-ce qu'une entreprise peut les utiliser. Tu parlais de certification de documents, voilà, peut-être par des hôpitaux. Pour faire tout cela, déjà, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on va jamais placer des gros documents comme des diplômes ou ce genre de choses directement sur la blockchain parce que c'est des documents qui sont trop lourds. Donc on va les stocker autre part. C'est aussi en off-chain généralement, sauf pour certains petits documents. Typiquement, il y a des NFT qui sont stockés sur la blockchain, mais vraiment c'est assez rare. Et donc, ce qui implique effectivement stocker des documents off-chain, justement, ça implique des nouvelles infrastructures qui se rajoutent à la blockchain. Donc, encore une fois, tout n'est pas sécurisé. Et juste pour finir sur ce point, on parle du coup de stockage centralisé ou décentralisé. Et aujourd'hui, on sait que y a beaucoup de questions qui se posent autour du stockage même décentralisé avec IPFS Filecoin. On sait que les NFT typiquement vont avoir ces problématiques-là qui vont se poser dans 2 ans parce que c'est la durée, on va dire, moyenne de stockage de ce type de fichiers. Et après, effectivement, on n'est pas assuré qu'ils vont toujours y être. Donc, il y a un vrai travail que nous, d'ailleurs, on mène en interne aussi en recherche chez KPMG sur où s'orientent les solutions de stockage décentralisé et non centralisé. Il y a des solutions telles que Airwave, Storj qui proposent des choses assez intéressantes. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte par les entreprises lorsqu'elles réfléchissent à comment gérer la sécurité. Et puis, il y a également des problèmes d'adaptabilité. Demain, si on veut vraiment équiper si on veut équiper l'infrastructure actuelle non cybersécurisée ou en tout cas mal cybersécurisée par des process blockchain, il va falloir changer les ordis tout simplement parce qu'il faut la même puissance de calcul. Donc, il y a des problèmes assez gros d'adaptabilité. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, en fait, ça dépend ce que souhaite faire l'entreprise sur la blockchain. Aujourd'hui, avec nos clients, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt plutôt vers posséder une trésorerie en crypto ou également monter des projets Web3. Donc, typiquement, on accompagne des équipes métiers qui développent, par exemple, des NFT. On l'a vu à Vivatech, justement, en juin. On a eu pas mal de projets NFT qui sont sortis. Et donc, ça, typiquement, ça implique qu'en interne, dans l'entreprise, il y a une véritable compréhension de ce que c'est que la blockchain. Compliqué déjà. Déjà, c'est compliqué et c'est un peu ce qu'on a détaillé dans notre étude Cyber Security for Blockchain and Crypto 2022, dans laquelle on explique on pense que les acteurs dans les entreprises qui vont être en charge de cette compréhension vont être les RSSI, qui sont les responsables de la sécurité des systèmes d'information. On pense qu'ils sont les plus amènes à assurer ce rôle de compréhension. Et typiquement, dans un premier temps, on pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ils vont devoir former et acculturer une partie de l'entreprise. Ensuite, à moyen terme, on pense qu'ils vont devoir également pouvoir assurer, faire une cartographie des risques et également pouvoir évaluer les niveaux de criticité des solutions qui sont utilisées par leurs équipes métiers. Parce que si aujourd'hui un gros groupe du CAC 40 va se lancer dans les NFT, ça implique que les employés vont avoir par exemple un portefeuille MetaMask et donc ça implique qu'il y aura des flux au sein même du réseau de l'entreprise qui vont sortir et entrer sur ces applications-là. Et ensuite, un point très intéressant aussi, un peu plus loin, ce qui va se passer pour ces RSSI, c'est qu'ils vont devoir adapter leurs outils même de cybersécurité, tels que les IAM, tous ces outils de monitoring de l'entreprise en intérieur. Ils vont devoir les adapter à toutes ces solutions blockchain qui arrivent et ça va être vraiment un enjeu pour eux. Donc on va avoir une convergence un peu des deux et qui va être nécessaire pour que les entreprises puissent utiliser la blockchain au quotidien. Et puis ce serait quand même dangereux, en tout cas c'est ce que je considère, d'utiliser des MetaMask, d'utiliser des Binance, d'utiliser au sein d'une entreprise des systèmes blockchain où il y a un KYC. Parce qu'après, le patron, les gens au sein de l'entreprise auront accès au portefeuille de leurs employés. C'est quand même, ça pose quand même un tas de problématiques. Alors, j'aimerais parler d'autre chose après, c'est le fait aussi que la blockchain vienne résoudre quand même certaines problématiques de cybersécurité qu'on a du mal à résoudre autrement, notamment les attaques des DOS. Donc, pour les expliquer assez simplement, les attaques des DOS, ce sont des attaques où on envoie, tu me corriges si je me trompe, une multitude de requêtes sur un système,
peu importe le système qu'on utilise, et qui vise à immobiliser, à paralyser temporellement un système. C'est un problème qui est tout de même assez peu développé sur la blockchain. Au vu du nombre de requêtes, vouloir mener une attaque des DOS, c'est une mobilisation d'énergie qui serait folle. Aujourd'hui, les attaques des DOS, c'est quand même quasiment les principales attaques dans le Web 2 en cybersécurité. Il y en a eu une à Amazon, je crois, en février 2020, qui a fait grand bruit. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un système hybride, finalement, qui utiliserait les avantages de la blockchain sans ses inconvénients, que sont les problèmes d'adaptabilité, que sont les problèmes d'hyperdépendance aux clés privées, et qui permettrait finalement d'assurer une meilleure cybersécurité du Web 2 grâce aux innovations du Web 3 sans implémenter vraiment la blockchain dedans? Alors c'est très intéressant et ça a été même un sujet de recherche de pas mal de chercheurs ces dernières années. En fait, il y a des solutions qui ont été mises en place, qui ont été proposées en tout cas dans des papiers de recherche qu'on appelle les CIDS, les Collaborative Intrusion Detection System, qui en fait, en cybersécurité classique, on utilise tout simplement des IDS, sans le collaborative avant. Donc c'est juste des appareils qu'on met dans notre réseau et qui servent en fait à détecter des logs, donc des événements anormaux dans notre réseau en entreprise ou sur un intranet. Et donc là, l'idée, c'est de les faire travailler, ces IDS qui sont tout seuls aujourd'hui, ou très peu, les faire travailler de manière collaborative. Et donc, il y a des chercheurs qui ont effectivement incorporé des IDS dans des réseaux blockchain. Alors, ils l'ont fait parfois sur des blockchains privées, donc ils ont eu des résultats. Maintenant, est-ce que ça est vraiment exploitable sur blockchain privée ? Personnellement, j'en suis pas sûre. Mais il y a également eu des recherches très intéressantes où ils ont mis des CIDS dans des réseaux de blockchain publics, tels que sur Bitcoin. Et en fait, ils ont pu, grâce à un programme d'intelligence artificielle, entraîner ces CIDS pour leur faire reconnaître des attaques historiques qui ont eu lieu dans le passé et leur faire prédire, en fait, lorsqu'il y a un comportement sur le réseau qui peut mener à une attaque. Et donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue de monitoring de réseau, qu'on puisse en venir à là. Maintenant, c'est encore assez expérimental et c'est pas encore vraiment très utilisé, mais effectivement, pourquoi pas mener à bien ce type d'initiative. C'est assez marrant à quel point la cybersécurité est à la confluence de plein de domaines. Enfin, là, tu me parles d'IAN, on parle de blockchain. Il y a plein de domaines que la cybersécurité rassemble. Il faut avoir vraiment une expertise assez cross-domaine, si je peux le dire comme ça, j'ai pas le mot en français là, pour pouvoir effectuer de la cybersécurité. C'est vraiment un domaine hyper intéressant. On va conclure en parlant de l'audit de smart contracts. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est qu'aujourd'hui, donc selon ton rapport que j'ai assidûment lu, il est expliqué qu'il y a seulement entre 1000 et 1500 personnes à travers le monde qui sont capables de réaliser un audit de smart contract. Et corrige-moi si je me trompe, un audit de smart contract bien réalisé par une entreprise fiable, cela coûterait entre 40 et 50 000 euros environ à minima. Alors c'est vraiment des chiffres très bas. C'est des chiffres très bas, voilà. D'accord. J'ai voulu prendre justement la fourchette basse. Ça a une tonne d'implications que ce soit si cher. Enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité ou la cybersécurité sur la blockchain, elle reste l'acabit simplement des entreprises qui ont déjà très bien réussi. Et ça, je pense, ou en tout cas tu vas me le dire, énormément d'implications sur la fiabilité de l'infrastructure blockchain aujourd'hui. Le fait que ce soit si cher, c'est une vraie barrière à l'entrée, de un pour l'adoption massive, mais aussi pour le développement de projets fiables. Alors c'est cher, mais il faut expliquer pourquoi. C'est cher parce que tout simplement il y a trop peu d'experts pour le nombre, pour la demande. Sûr. Donc l'offre et la demande effectivement ne fonctionnent pas. On a en gros, sur les chiffres effectivement qu'on a mis en lumière, on a entre 5 et 8 auditeurs pour 100 développeurs. Donc c'est vraiment rien. Et effectivement les grandes sociétés d'audit aujourd'hui, on a estimé qu'il y en a une cinquantaine dans le monde, principalement en Europe et en Chine, aux États-Unis et en Chine. Et en Europe, on est un peu à la traîne. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire dessus. Et effectivement, ces entreprises, aujourd'hui, elles sont très demandées. Quand on parle même avec les startups qui demandent des audits, il faut qu'elles attendent plusieurs mois pour pouvoir espérer avoir quelques audits. Et encore, c'est assez compliqué.
Donc il y a une vraie demande et donc c'est clair qu'il faut continuer à développer ce milieu-là pour aller plus loin et puis surtout pour assurer la sécurité des protocoles parce que sans ces audits, tout simplement, un protocole ne devrait pas être déployé et puis proposé aux utilisateurs puisque ce serait compromettre la sécurité et donc c'est pas quelque chose qui est envisageable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour les acteurs de la blockchain? Aujourd'hui, est-ce que on doit tout de même, quand on build sur les blockchains, quand on travaille dessus, est-ce qu'on doit tout de même s'inquiéter de ce manque d'audit pour les entreprises privées qui se développent sur les blockchains? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on constate qu'il y a un mouvement vraiment qui se veut justement de démocratiser la sécurité. Il y a pas mal de conférences qui sont nées cette année. On a assisté aux premières conférences. Il y a eu Securium TrustX qui a eu lieu en avril. Là, fin août, on a eu c'était DeFi Security Summit à Stanford. Et donc on est vraiment dans une vague où on prend conscience que la sécurité est importante. Toutes les entreprises s'accordent à dire qu'il faut vraiment commencer à être beaucoup plus sérieux dans la manière de concevoir un code, donc de penser aux problématiques sécuritaires dès le début, dès qu'on écrit nos préconditions, nos post-conditions, et pas seulement écrire le code rapidement et puis le faire un audit après. Là, maintenant, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, toutes ces choses-là commencent à se mettre en place. Il y a de plus en plus, on espère, d'experts sécurité qui vont rejoindre le mouvement. Mais voilà, ça va également impliquer une adaptation à la diversité des modules dont est composé l'écosystème, puisqu'on sait qu'on a les layers 1, les layers 2, les bridges, on en a parlé, et donc il faudra vraiment que nos experts puissent s'adapter à toute cette complexité de l'écosystème. C'est vrai, on en parlait, il y a aujourd'hui un certain florilège de manières avec lesquelles on peut coder un smart contract. C'est aujourd'hui très diversifié. On parlait ensemble justement de cette possibilité vraisemblablement de développer une API potentiellement ou de développer une forme de standardisation de développement des smart contracts. Est-ce que en l'absence éventuelle à long terme d'un nombre suffisant de développeurs en cybersécurité et de personnes capables de réaliser des audits, on pourrait venir contrebalancer cette absence par une standardisation fiable? Est-ce que ça reste un des scénarios possibles où former sur la cybersécurité, c'est l'objectif le plus important? Alors aujourd'hui, pour compenser ce manque, ce qui se passe en pratique, c'est que les grosses sociétés, les sociétés spécialisées en cybersécurité, elles proposent des outils de sécurité que les développeurs, on leur demande de les tester sur leur code avant même des audits. Donc en fait, on arrive au point où une société d'audit va demander justement à son client de réaliser un certain nombre de tests en amont pour lui faire perdre le moins de temps possible au moment de l'audit. Donc en fait, ils vont devoir utiliser Slider, Mithril, Echidna, plein d'outils qui ont été développés et qui sont aujourd'hui disponibles d'ailleurs en open source. Donc si vous souhaitez faire un tour justement pour voir à quoi ça ressemble, je mettrai tous les liens très en intéressant. Commentaire. Mais en tout cas, pour perdre le moins de temps possible, il faut vraiment mettre aussi la main à la pâte du côté du développeur. Et un développeur aujourd'hui, Solidity, qui n'a pas cette sensibilisation à la sécurité, n'est pas un bon développeur Solidity ou n'est pas un bon développeur blockchain. Donc c'est vraiment très important de souligner ce point-là et à mon avis on ne peut pas faire sans. D'accord. Et donc si on veut demain monter un petit projet sur la blockchain et qu'on veut tout de même que les smart contracts soient fiables, est-ce que tu aurais un petit peu des conseils de fortune? Comment on fait quand finalement on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas se permettre de payer 70 000 € un audit de smart contract ou un audit de projet? Comment on fait concrètement? Concrètement, il y a des tokens. Par exemple, c'est possible, vous savez qu'en 5 minutes, vous pouvez coder votre propre ERC20 sur Ethereum. Il y a déjà des smart contracts qui sont standardisés, que vous pouvez réutiliser. Mais après, il faut vraiment que vous posiez la question de l'utilité de votre projet. Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le lancer ou pas? Pour les NFT également, on sait qu'il est possible aujourd'hui de lancer son propre NFT, même en faisant du no-code. Les plateformes OpenSea, Rarible, vous allez dessus, tout est fait en ligne et vous cliquez sur déployer et vous lancez votre NFT. Donc on part du principe que c'est des standards qui sont sécurisés et qui reposent du coup sur la sécurité de la blockchain sous-jacente. Donc ça aussi, il faut faire attention lorsque le choix de la blockchain est très important pour votre projet Web3 blockchain crypto.
Mais ce qui est sûr, c'est que vous fassiez vos propres recherches. Ça, c'est sans doute la chose, exactement, la chose la plus importante de toute façon dans l'écosystème. Ok, bah écoutez, merci beaucoup Carolina. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir pour Women in Web 3. Au revoir. Au revoir.